1975, Cannes, 06. Je ris devant les photos. Coupe de Playmobil, mes parents bossent, standing middle class. Je me sens bien, puis soudain, c'est le bris de glace. Y a pas d'histoire sans histoire, non. Ça tient pas la route, faut savoir que tôt ou tard, y a toujours un bâton pour la roue. 85, je suis ailier dans l'équipe. Mon père est loin, ma mère s'est pris un strike dans les quilles. 1986, c'est Gires Platini. Les junkies sur le parking, les vignettes Panini. J'ai l'âge où faut qu'on prouve tout à toute la terre. Alors on tourne, on cherche un coup à faire et on se tue en roue arrière. 1988, c'est week-end aux alentours. Je vois mon père un week-end tous les 15 jours. 90, tout va bien, on tient, on lâche rien. Je passe au rouge sans les mains, destin 0, moi 1. Une vie, on a qu'une vie. Et c'est toi seul qui en fixe les limites. Tout est possible, tu peux choisir. Autant te dire le contraire, c'est mentir. On a qu'une vie, on a qu'une vie. Y'a rien à dire, y'a qu'à grandir. Rien n'est acquis, rien n'est grave. Bonjour Rodolphe. Salut. Alors on est chez toi à Cannes. Yes. Que représente Cannes pour toi ? Ma ville de naissance et puis surtout l'émergence pour moi de ma passion pour la musique, mes grandes rencontres. C'est ici à Cannes que je rencontre Akhenaton pendant le festival du film en 97, mais au-delà de ça, on avait un spot ici à Cannes qui s'appelait Ballistic, qui était ici à l'époque. Maintenant c'est devenu une agence immobilière, mais c'était le spot auquel on se retrouvait tous ensemble, tous les amateurs de hip-hop de l'époque. Je te parle de 1995, 1993, dans ces eaux-là. Donc il y a une bonne vingtaine d'années. Et c'était un magasin qui vendait des fringues, des fringues de marque inspirées par la culture hip-hop. Et puis c'était surtout un endroit où on se retrouvait pour écouter de la musique, pour rencontrer des graffeurs, rencontrer des DJ, où tous les activistes du hip-hop à cette époque se retrouvaient. Puisque c'était un spot ici basé dans le sud-est, mais on avait des gens qui venaient de Paris, on avait des gens qui venaient d'Italie, qui venaient de Menton, qui venaient de Fréjus, qui venaient de partout, Marseille, qui venaient de toute la région, ici parce qu'il y avait des pièces rares, puisque le patron de l'époque était vraiment branché sur le rap, alors qu'il y avait d'autres boutiques dans la ville qui fournissaient des vêtements inspirés de la culture hip-hop. La différence avec ici, c'était que le propriétaire des lieux était vraiment touché par cette culture, porté sur cette culture, et que donc il allait régulièrement à New York chercher les dernières nouveautés, tant musicalement qu'au niveau de la staff, qu'au niveau des chaussures, bref, ils nous ramenaient de la fraîcheur. Donc c'était vraiment, comme je te disais, the place to be ici, l'endroit où même si on venait pas consommer, on venait passer des après-midi, on venait parler hip-hop, on venait écouter du son, on venait débattre. Donc ça a été un lieu de rencontre, un lieu de réflexion, un réservoir de pensée en fait. C'est ce qui t'a aidé en partie aussi à développer ta culture et ton amour pour... Exactement, parce que tu rencontrais, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc pour se retrouver, pour échanger, c'était un lieu où on venait ici et où on partageait réellement, où on trouvait des gens qui étaient fanatiques de cette culture comme nous. Et on pouvait passer des après-midi à écouter des albums, à débattre sur un morceau, à débattre sur un compositeur, sur un DJ. Il n'y avait pas de site, tu vois, il n'y avait pas d'émission comme Breakfast Club ou ce genre de choses qui en temps réel te racontent l'actualité à l'international. Là, ici, on avait un album, on pouvait rester sur cet album pendant 15 jours, bien le dépioter, bien l'écouter, bien le creuser. Ce qu'aujourd'hui il n'est plus possible puisqu'on peut recevoir 50 albums par semaine et si on l'écoute 3 fois... C'est complètement différent. Donc c'était vraiment un endroit où on se posait, où on réfléchissait, on prenait le temps, on a appris. On a appris beaucoup en restant là, en échangeant avec les autres, puisque c'était la transmission par la parole, puisqu'on n'avait pas la transmission de connaissances par l'expérience, puisqu'on n'avait pas d'autre moyen que de s'éduquer par soi-même dans la culture hip-hop à cette époque-là. On se voit aujourd'hui aussi pour la sortie... ton livre qui est déjà sorti, quoi qu'il arrive, chez Ramsey, ouais. Où justement tu expliques tous les lieux cultes où on va revenir un peu aujourd'hui. Et comment est née l'idée du bouquin en fait ? Alors l'idée du bouquin, j'avais depuis longtemps l'envie d'écrire un livre, mais je m'étais jamais dit tiens, racontons cette histoire comme ça, faisons ci, faisons ça. J'avais le vœu d'écrire un livre, comme j'ai le vœu d'écrire un scénario, comme j'ai le vœu de plein de projets. Là, j'ai eu la chance, de par mon parcours, d'avoir été sollicité par un éditeur qui cherchait quelqu'un pour écrire un livre sur l'évolution du rap. Et le thème à la base, c'était de se demander comment cette musique, qui est partie de rien dans le pays, est devenue en 20-30 ans la musique la plus écoutée des Français. Toutes générations confondues, tous styles musicaux confondus.
Donc l'éditeur est venu me voir en me disant voilà, j'aimerais un livre qui me raconte ces 30 années, en me disant pourquoi le rap est monté comme ça, quels sont les morceaux clés, quels sont les chiffres clés, quelles sont les périodes clés, bref, un travail assez journalistique. Je ne suis pas journaliste de formation, donc au début j'ai refusé parce que je lui ai dit, c'est le genre d'ouvrage qui existe déjà dans plein d'exemplaires différents, qui a déjà été fait, bien fait, mieux fait même que ce que je pourrais faire moi, puisque je ne suis pas journaliste. Et voilà, donc au début j'ai décliné. Et puis après j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est pas tous les jours qu'on vient me proposer de faire un livre. Donc je suis retourné en faisant une contre-proposition en disant voilà, les 20-30 années dont tu veux parler, moi je les ai vécues. Ce que je peux faire, c'est te raconter ces 20-30 années de l'intérieur par le prisme de mon expérience. Donc ce livre, c'est ça, c'est à cheval entre raconter les 30 dernières années, 20-30 dernières années dans le rap, avec les faits marquants, les morceaux qui ont pour moi été des morceaux clés, au travers du prisme de mon expérience, donc raconter en même temps mon aventure depuis ma découverte du rap jusqu'à tout le parcours qui a été derrière et dont on va pouvoir peut-être parler ultérieurement, à savoir sortir des disques, faire des tournées, écrire pour d'autres artistes et ainsi de suite. Oui, voilà, c'est très autobiographique comme livre. Voilà, mais c'est au-delà à la limite, j'ai même envie de te dire que l'histoire dans le rap, c'est une toile de fond. Ce que j'ai voulu aussi faire après en réfléchissant, en me penchant sur le livre, c'est donner de la force avec ce livre et me dire, quel que soit le secteur d'activité dans lequel le lecteur de ce livre évoluera, j'ai envie que quand il referme la dernière page, il se dise, c'est bon, je vais le faire, c'est dur, mais je vais y arriver, quoi. C'est dire que quel que soit ton secteur, que tu sois boxeur, que tu sois menuisier, que tu sois carrossier, que tu sois comptable, si c'est ce que tu as envie de faire et que ça te paraît insurmontable, tente le coup. Parce que tu peux avoir que des bonnes surprises, puisque c'est ce qui m'est arrivé à moi. J'étais pas destiné à faire du rap, jamais. Oui, ouais, surtout qu'il faut rappeler qu'à l'époque où se passe ce livre, dans les années 90, c'était pas forcément évident. Il n'y avait pas les mêmes moyens de maintenant. En étant sur Cannes, c'était pas évident de rentrer dans le hip-hop. Exactement, et d'autant plus qu'on avait cette chance, je te dis, grâce à Ballistic, d'être privilégié par le fait qu'on avait ici un carrefour de rencontres. Moi ici j'ai pu rencontrer Bustaflex à l'époque où il travaillait avec Lone et où il allait se faire connaître sur un freestyle parce qu'il rappait dans ce morceau avec une mandarine dans la bouche et que ça créait quelque chose d'original et voilà. Ici on a rencontré des acteurs du rap qui aujourd'hui ont fait leur chemin dans cette culture aussi et nous ont beaucoup apporté à l'époque. Donc oui, c'était une chance que d'avoir ça ici, mais t'as raison, quand on venait de Cannes et qu'on voulait faire du rap, on était complètement loin de tout. Et puis, il y avait d'autres gens, même dans la région, qui étaient déjà des activistes, soit du graphe, soit du tag, soit du DJing, mais on ne se connaissait pas parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. 20 km², c'était vraiment le bout du monde. On était à l'époque des cabines téléphoniques et des beepers. Donc, pour se connaître, pour savoir que ça existe, il fallait aller dehors, il fallait aller à la rencontre des autres, il fallait aller vers les autres, faire la démarche d'eux. Ce qui aujourd'hui est beaucoup plus aisé grâce au réseau et autre chose. Il y a un adjectif qui résume bien un peu le livre, c'est les actes célestes. Tu rentres beaucoup d'actes célestes par rapport aux rencontres que tu fais, les acteurs et tout, mais maintenant toi tu es toi-même devenu acteur du rap. Est-ce que tu pensais déjà pouvoir monter en devenir un vrai acteur ? Et quel ressenti as-tu par rapport à tout ce chemin parcouru ? Les actes célestes, c'est plutôt ma perception personnelle. Moi, je suis quelqu'un de contemplatif et même si je suis porté sur le déterminisme, c'est-à-dire que je veux influer par moi-même sur le parcours des choses, je pars du principe que rien n'est écrit par hasard et que tout est programmé d'une certaine façon pour t'arriver sur ton chemin de vie. Après, toi, tu influes sur ce chemin de vie par tes actions, par ta pensée, par ta façon de voir les choses. Donc, quand je parle d'actes célestes, je me dis que c'est un alignement de planètes qui a fait qu'à un moment donné, j'étais à un endroit précis, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans un état d'esprit précis, qu'on était tous dans la même idée, dans la même veine, et qu'ensemble, on est monté dans un train qui nous a emmenés plus loin. Et plus loin, ces actes-là se sont répercutés. Et bref, que les choix que tu fais, est-ce que tu montes dans ce train, est-ce que tu n'y montes pas, est-ce que tu vas vers cette personne, est-ce que tu n'y vas pas, est-ce que tu l'entends, est-ce que tu ne l'entends pas, même si elle est différente de toi, même si elle te dit des choses qui te paraissent incohérentes, est-ce que tu prends la peine de réfléchir à ce qu'on te dit, de rester ouvert aux autres ? C'est ça qui a fait que tu avances et c'est ce que j'essaye de faire ressortir dans ce livre, c'est que quel que soit ton chemin, reste toujours ouvert
aux opportunités qui peuvent t'arriver, un peu comme si tu es un magnétophone, tu restes en mode enregistrement permanent, observer, écouter, entendre. C'est la meilleure façon d'avancer, pour moi. Maintenant, tu es sur Paris, mais tu cites toujours beaucoup le 06, tu es fier de la région. Ouais. Est-ce que maintenant tu es parisien d'adoption ou tu restes sudiste avant tout? Non, moi je suis quelqu'un d'ici, je suis né à Cannes, je suis résident parisien parce que l'industrie veut, comme je te le disais tout à l'heure, que la centralisation fait que l'industrie de la musique et de l'édition musicale, elle est là-haut. Ça serait impossible de le faire ici? Si tu t'appelles Akhenaton, si t'es gros, si t'as des gros classiques et qu'on vient te chercher pour ta musique. Mais si tu veux vraiment faire ton trou, il faut que tu sois placé là-haut. Si tu n'es pas dans ce cas de figure-là, si tu n'as pas 30 ans de carrière derrière toi, jalonné d'un classique par an quasiment, non, tu ne peux pas te permettre de passer à côté du fait d'être pas à Paris ou proche de Paris. Parce que à une époque, j'habitais dans le sud et je faisais des allers-retours vers Paris. C'était l'époque où je débutais mon travail de parolier. Et je me rendais compte qu'il y avait des projets dont on venait me parler, mais auxquels je n'avais pas accès. Parce que quand on sait que tu n'habites pas sur place et qu'il y a des projets qui vont prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour se monter, on t'en parle, mais on ne te fait pas participer parce qu'on se dit qu'à un moment ou à un autre, tu vas quitter la capitale pour retourner dans le sud. Et donc, si on t'embringue dans un projet dont on sait que tu ne vas pas peut-être pouvoir aller au bout parce que tu n'habites pas là, autant ne pas t'en parler. Et donc, je sais qu'il y a eu plein de projets à côté desquels je suis passé du fait de cette délocalisation. Et tu vois, aujourd'hui, ça fait presque 10 ans que j'habite là-haut et je tombe encore face à des gens qui me disent « Mais quand est-ce que tu redescends ?» Alors que ça fait 10 ans que je suis installé là-bas pour ce travail-là, ce développement-là et que j'y fais mon trou. On se fait des vœux fébriles, les prix de légende, revendrose, sans épines de mots, sans les pires de noces, sans le dire de gosse, dans l'idylle, sans doute comme tous. Mais à la mort du jour, les carrosses changeent en fruits, on trouve ce qu'on cherchait pas, ce qu'on pouvait pas enfouir, ce qu'on voulait croire enfuir. Et dans les draps de l'ennui, on se retrouve seul. Pour les causes vaines, tant de grosses guerres, de gosses que je berne, qui devant mon poster se prosternent, finissent à l'aube terne dans une fausse plaine, parce que dans nos hautes sphères, personne n'ose perdre.